Un saut dans le grand bassin pour apprendre à nager. Depuis 2 semaines, ces 18 enfants, âgés de 4 à 12 ans, s'entraînent quotidiennement 1 heure par jour. Une préparation intensive pour acquérir les bases élémentaires de la natation. Les premières séances, c'est vraiment basé sur la découverte du milieu. Donc on découvre comment il est fait le bassin, comment je descends à l'échelle, des choses toutes bêtes, comment je me déplace au mur sans mettre la tête dans l'eau, sans rien. Ensuite, on va essayer de les faire vraiment se déplacer dans le milieu. Donc là, ça va être je lâche le mur à une main, je fais des tours sur moi-même, toujours en tenant le mur à une main, à l'autre. Après ça, on va essayer de faire l'immersion. C'est le fait d'essayer de tenir un moment la tête dans l'eau. L'objectif n'est pas de faire de ces enfants des nageurs de compétition, mais simplement qu'ils se sentent à l'aise dans l'eau et d'éviter les risques de noyade, un exercice pas toujours facile. On va avoir beaucoup d'appréhension, les enfants, quand on va leur demander de passer d'un statut de terrien à un statut de nageur, ils vont avoir tendance à penser qu'ils vont mourir, certains. Donc le but, c'est vraiment de leur expliquer qu'il n'y a aucun danger et que c'est pour leur apprendre justement à se mettre en sécurité. Au bout des 10 séances, les enfants savent flotter, mettre la tête sous l'eau, lâcher le bord et pour les plus aguerris, parcourir une 50aine de mètres, sans brassard et sans planche. Je sais pratiquement nager. Ça change que comme j'avais la phobie de l'eau, maintenant j'ai plus la phobie. Là, je maîtrise un peu mieux, mais sinon avant je savais pas du tout nager. Je me dis que c'est bien parce que comme ça, si on va dans la mer et que j'ai pas le droit d'aller trop loin vu que je sais pas nager, maintenant j'ai le droit d'y aller plus loin et au moins je serai nager aussi quand j'irai dans des piscines. Le précieux sésame en poche, les apprentis nageurs peuvent désormais se baigner en toute sérénité pour les vacances d'été. Des minéraux aux liqueurs en passant par du saucisson et des plantes, le bio s'invite dans le quotidien des Mosellans. Et pour cette 8e édition du salon Bio & Co, un domaine a particulièrement la cote. Tout ce qui concerne le bien-être, que ce soit aussi bien pour déguster ou pour la peau. On cherchait des solutions pour le bien-être, tout simplement. Que ce soit alimentaire ou même du magnétisme surtout. On constate sur le salon de plus en plus de gens qui sont à la recherche du bien-être. Leur bien-être personnel, se recentrer sur eux-mêmes, essayer d'aller mieux dans leur tête, dans leur corps. Ces amateurs de produits naturels vont trouver leur bonheur dans les allées du salon. Sur les 90 exposants, la moitié est liée à la thématique du bien-être, comme ce stand spécialisé dans la fabrication de produits bien-être et alimentaires à base de spiruline, une algue d'eau douce. C'est la première femme française à obtenir en 2019 le label bio pour sa production naturelle. Il y en a qui aujourd'hui disaient que c'était impossible de faire de l'aspirine en France bio. Et on a prouvé qu'on peut faire en France de l'aspirine bio. Alors aujourd'hui, on saurait à peu près 230, on va dire, producteurs de spiruline. Et il y en aurait à peu près 4 maintenant qui auraient l'appellation bio. Des produits végétaux mais aussi animaux, ce domaine situé dans les Vosges fabrique des produits de bien-être et des cosmétiques à base de lait de jument. En 2014, l'exploitation a reçu le prix d'excellence agri-écologique, notamment grâce à sa production de lait en agriculture biodynamique. On n'utilise que des produits bio, c'est-à-dire que même le sel qu'on donne à nos chevaux est bio. Les produits d'entretien de n'importe quelle surface, que ce soit les écuries ou les autres surfaces, c'est que des produits bio. Et nos chevaux, ils ont le label bio parce qu'ils sont dans un élevage bio. Depuis ces dernières années, la demande en lait de jument a explosé. Résultat, une dizaine de pouliches vont prochainement rejoindre le troupeau de 135 animaux pour produire davantage. Le bio a encore de beaux jours devant lui. La salle du château Faber est devenue, le temps d'une journée, un temple dédié aux chats. Ici, pas de félins exposés, mais des centaines d'objets dérivés, des sacs aux tasses, en passant par les peintures, il y en a pour tous les goûts. Il faut dire que les matous inspirent les créateurs locaux, comme cet artiste qui crée des chats colorés en céramique. Les petites filles m'inspirent aussi, elles me donnent des idées. Par exemple, les petits chats bol là-bas, au départ je les avais fait pour mes petites filles. Et puis les petits chats aussi, ceux-là, c'est parce qu'en fait, elles m'avaient envoyé des dessins avec des couleurs. Hein. Donc elles avaient fait des chats rayés, puis je m'en suis inspirée. Au total, 22 exposants affichent leur bibelot sur le thème du chat, dessiner des moustaches, des oreilles et des coussinets. Cet exercice, cette peintre sur porcelaine, le perpétue depuis 15 ans, même si l'amour avec l'animal n'est pas toujours réciproque. Je ne suis pas très chat.
Non, surtout parce que les gens aiment beaucoup les chats. Et puis j'aime bien tous les motifs qui sont assez enfantins. Cet événement qui célèbre les félins est aussi un moyen pour les organisateurs, la bergerie et compagnie, de récolter des fonds afin de financer des soins vétérinaires et des stérilisations. Une collecte nécessaire pour apporter leur aide aux chats errants. On a des communes qui se rajoutent chaque année, donc ça fait du travail en plus chaque année. Sur les communes qui ont un partenariat avec l'association depuis longtemps, en fait, on constate que la population des chats est stable et c'est bien, c'est que notre méthode fonctionne en fait. L'année dernière, l'association a stérilisé plus de 206 chats en partenariat avec 28 communes mosellanes. Ressources renouvelables, les 65 000 hectares de forêt mosellane sont une mine verte pour la centrale biomasse de Metz. D'une puissance de 45 MWh, elle consomme chaque jour près de 400 tonnes de plaquettes forestières, bois déchets et écorces, un combustible durable et local. C'est du bois qui est certifié PEFC, c'est-à-dire développement durable, où on s'assure que, évidemment, le prélèvement de la ressource, il est compensé soit par des plantations, soit où on prend des résidus de bois qui sont utilisés pour d'autres usages. Et donc cet équilibre local, il est contrôlé, il est dans un rayon de 70 à 100 km autour de Metz. Grâce à la combustion de ces résidus de bois, l'unité de production biomasse produit jusqu'à 44 millions de kWh par an. Nous avons un débit de 57 tonnes par heure de vapeur qui est envoyé dans une turbine à contre-pression. Cette turbine génère 9,5 MW d'électricité. Et en sortie de la turbine, on récupère 35 MW de chaleur qui est valorisée sur le réseau de chauffage urbain. C'est le principe de cogénération. La chaleur créée par la production d'électricité est réutilisée pour alimenter les 127 km de tuyauterie souterraine du réseau de chaleur de Metz Métropole, véritable vecteur d'énergie. Autrefois alimenté au charbon puis au pétrole, il fonctionne aujourd'hui avec 68% d'énergie renouvelable. Si on continue le raisonnement, il n'est pas impossible, et il est même quasiment certain d'ailleurs qu'avec les évolutions technologiques sur le développement d'autres énergies, telles que par exemple l'hydrogène, on puisse d'ici 15 ans complémenter l'alimentation du réseau en remplaçant le gaz naturel par de l'hydrogène et avoir un réseau à l'horizon 20 ans qui serait proche des 100% d'énergie renouvelable. Au-delà de l'indéniable urgence climatique, la biomasse participe à notre indépendance énergétique et, taxé à 5,5%, le chauffage urbain est lui bien plus économique que les énergies fossiles. Ramsès traverse. Très bien Loulou. Cherche trottoir. Ces instructions, Audrey les répète tout au long de l'exercice. Un moyen pour le chien d'intégrer plus facilement ce qu'on attend de lui, car aider un humain à se déplacer n'est pas naturel pour l'animal. Le chien va se déplacer uniquement pour lui, parce que lui, naturellement, va éviter un obstacle ou un mur ou un poteau. Et ensuite, la difficulté, ça va être d'apprendre à calculer pour son futur maître. Il va avoir, si vous voulez, des codes à transmettre à la personne. Donc quand il va ralentir, c'est qu'éventuellement, il y a un passage étroit. Donc le chien va ralentir pour dire à la personne, attention, il va se passer quelque chose. Et le fait de toucher, c'est pour montrer au chien qu'on est content de lui aussi, c'est bien. C'est à ça que tu dois faire attention. Voilà. De même qu'on va toucher la marche par terre, le trottoir, pour lui montrer, effectivement, c'est ça, c'est ça ton travail. Si Ramsès est très à l'aise sur le parcours, Sanka, elle, se laisse plus facilement distraire. Il faut dire que cette toute jeune chienne n'a que 9 mois et demi et commence tout juste son apprentissage. Le plus difficile pour Thomas, son éducateur, c'est de la canaliser. 5. Raté. Bien. Forcément, pour elle, de travailler, c'est pas ce qu'elle préfère. Elle préfère courir, elle préfère jouer avec les chiens. Donc vraiment, de la canaliser et de l'avoir concentrée au travail, c'est le plus délicat et compliqué au début. En moyenne, il faut 2 ans pour qu'un chien soit apte à guider une personne en situation de handicap, mais il n'est pas le seul à suivre une formation. Les bénéficiaires aussi doivent apprendre à travailler avec leur animal. On leur apprend à se situer dans l'environnement, dans l'espace, à prendre des repères, parce que le chien ne fait jamais que ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire si on ne lui donne pas les bonnes indications, les bons ordres de tourner à droite, à gauche, de chercher ceci ou cela, le chien il ne sert à rien. Donc
il faut que la personne ait également par elle-même une certaine autonomie dans les techniques de déplacement. Et tout ça a un coût, 25 000 € par chien en moyenne. Hormis la nourriture et les soins vétérinaires, l'intégralité des frais est assumée par l'association des chiens guides. Les bénéficiaires, eux, n'ont plus qu'à bichonner leur animal, qui reste un formidable compagnon du quotidien. Le temps d'une journée, ce hangar agricole s'est transformé en une véritable fourmilière. Plus d'une centaine de bénévoles s'affairent à désépiner, trier et emballer les quelques 22 000 roses prévues pour l'opération Une rose un espoir. Et malgré ces 24 printemps, l'événement mobilise toujours autant. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des nouveaux qui arrivent, des anciens qui partent, qui reviennent une année après, mais on a beaucoup de nouveaux qui se sont inscrits là. Si l'engouement perdure à ce point, c'est parce que les roses sont devenues plus qu'une tradition. Les bénévoles y ont trouvé une véritable famille. J'ai fait 10 ans sur les motos à vendre les roses et maintenant j'emballe, je suis en second plan mais je travaille toujours autant. Et une fois qu'on est dans le bain, on ne peut plus faire marche en arrière, c'est pas possible. Ce qui me plaît, c'est le partage et puis que tout le monde est motivé pour une bonne cause. Une fidélité qui s'explique aussi par les actions concrètes que permet cette opération solidaire. Marie a été touchée par le cancer à 4 reprises et pour elle, les roses représentent véritablement un espoir pour les malades. Ça m'a permis d'avoir accès à des soins de support gratuitement. C'est très important lorsqu'on est malade, en fait, de pouvoir avoir accès à ces soins-là, parce que ça coûte très cher et qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui ne peuvent pas se les payer. Donc pour moi, les roses, c'est vraiment... c'est un espoir pour tout le monde. Une solidarité dont est fière la maire de Coin-sur-Seille, le village où tout a commencé. C'est une fierté parce qu'on est vraiment un petit village et 352 habitants. Et quand on voit tous les bénévoles, les gens qui se mobilisent tout le temps, tous les ans, et même ça rajeunit, on va dire. Et franchement, ça engendre une mobilisation formidable, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour Bernard Braun, le fondateur d'Une rose un espoir, l'émotion est toujours aussi vive, même 25 ans après la création de l'événement. Moi, ça m'émeut toujours. Pourtant, je devrais être blasé, rodé, mais moi, le matin, quand je démarre ma moto, j'ai les larmes aux yeux pratiquement, parce que je dis, mon Dieu, c'est quand même des gens extraordinaires. Et je pense que sans les roses, il m'aurait manqué quelque chose, parce que je vis des émotions, des moments avec tous ces gens-là. Ils ont un cœur qui est gros comme ça, quoi. Ils ont même pas assez de place dans la poitrine. Et comme il le dit si bien, si vous voulez respirer le parfum du bonheur, faites une rose un espoir et vous verrez par vous-même. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour Arthur. Alors Arthur va découvrir pour la première fois sa nouvelle école, sa nouvelle enseignante et puis évidemment ses camarades qui vont accompagner pendant les quelques mois qui restent jusque fin juin. Sur le chemin de l'école maternelle, Arthur est loin de traîner des pieds. Il est accompagné par les services de la ville et son grand-père, à qui l'on va donner toutes les informations relatives à sa scolarité. Bonjour. Bonjour. C'est la directrice de l'école, Madame Kubler. Et donc voici Arthur. Bonjour. Dès son arrivée, le jeune Ukrainien se met à l'aise et s'adonne même à quelques coups de pinceau. À Sarrebourg, ils seront 5 enfants comme lui à faire leur rentrée ces prochains jours. Ces derniers intégreront directement une classe correspondant à leur âge. Ils sont en pleine immersion, donc c'est l'idéal pour les enfants. Et je pense qu'ils auront un petit soutien de la part d'enseignantes habilitées pour la langue. Mais j'ai aucune crainte concernant l'apprentissage du français, ce sera sans doute très rapide. Après avoir découvert son nouveau terrain de jeu et d'apprentissage, Arthur reprend la direction de sa nouvelle maison allouée par la commune. Un habitat spacieux et bien équipé qui ravit cette famille originaire de Kharkiv. Nous sommes très surpris de cet accueil de la part du peuple français. Nous nous sentons comme chez nous. Même les voisins sont venus nous voir pour se présenter et pour nous dire de venir les voir en cas de besoin. Nous partons ensuite à la rencontre d'Émile, qui n'a pas tardé, lui non plus, à prendre ses marques dans sa nouvelle école. Les couleurs de l'Ukraine. À partir de lundi prochain, il intégrera une classe de grande section de maternelle, un moment que sa mère attendait avec impatience, car la famille prévoit de s'installer durablement en France.
C'est important que mon fils apprenne la langue, la culture et les traditions françaises pour s'intégrer. À l'école, il pourra le faire dans de meilleures conditions qu'à la maison. Il pourra également se faire de nouveaux amis. Il est très sociable. Je pense qu'il a hâte de rencontrer des enfants français. Après la scolarisation de leurs enfants, la communauté de communes de Sarrebourg-Moselle Sud va également accompagner les réfugiés vers un retour à l'emploi. Des entretiens avec des employeurs, notamment dans le domaine de la restauration, sont au programme. Sichazel, la 4e ville viticole de Moselle et ses 50 hectares de vignobles à Auxey-Moselle, deviendra, le temps d'une journée, la capitale du vin. Blanc, rouge, rosé, une 60aine de vins seront à déguster avec modération, dont les grands millésimes à Auxey-Moselle. C'est pas le genre de millésime qu'on veut faire tous les ans parce qu'on a fait une toute petite récolte. Par contre, en termes de qualité, c'est stratosphérique. Ce sont des vins qui sont assez puissants et concentrés, des vins qui sont assez chargés en alcool, les pinots noirs sont colorés, sont riches, c'est vraiment des très très beaux produits. La fête des vins attire chaque année plus de 5000 visiteurs, un événement incontournable pour mettre en lumière le savoir-faire des vignerons à Auxey-Moselle. Créée en 2011, l'appellation d'origine contrôlée fête ses 11 ans. Nous sommes beaucoup battus pour l'obtenir. Aujourd'hui, c'est chose faite et le vignoble mosellan est reconnu à l'échelle nationale, voire internationale. Et chaque année, lorsque l'on revient du salon de l'agriculture, la Moselle a la chance de bénéficier d'un certain nombre de médailles de plus en plus importantes et de plus en plus dorées. Au total, le département compte 670 hectares de terres classées, mais seulement 80 hectares de terres plantées en vigne. Résultat, il reste près de 590 hectares de friches à exploiter. Un potentiel colossal pour l'avenir du vignoble mosellan. Il faut qu'on continue de développer parce qu'on ne produit pas suffisamment de vin, on n'arrive pas à fournir les restaurateurs, on n'arrive pas à fournir les particuliers. La qualité de nos vins augmente, il y a de plus en plus de demandes. Donc je pense qu'on va planter et en même temps qu'on va planter, la demande va augmenter en même temps qu'on va augmenter notre vignoble. Et je pense qu'on va être dans ce processus pendant encore plusieurs décennies. Les 17 vignerons à Auxey-Moselle produisent chaque année plus de 330 000 bouteilles de vin, dont 75% sont des vins blancs. Avec les beaux jours, les plantes à fleurs libèrent des grains de pollen qui prolifèrent dans l'air. Pour prévenir les personnes allergiques, l'ATMO, l'association qui surveille la qualité de l'air, étudie chaque semaine depuis janvier jusqu'en septembre la pollinisation. C'est des prélèvements des pollens via des capteurs qui vont aspirer l'air à 10 litres par minute, qui correspond à ce que respire un humain. Ces pollens vont être captés sur une bande, sur une semaine, et puis après, cette bande va être récupérée, et puis on va faire une analyse avec un microscope en laboratoire pour déterminer le type de pollen et la quantité de pollen. Résultat, le risque allergique lié à l'exposition au pollen est particulièrement élevé en ce moment dans l'air ambiant. En cause, le pollen de bouleau, un risque allergique loin d'être terminé selon les prévisions. On a un calendrier des périodes à risque, donc on sait que là on est en pleine période des bouleaux, qu'on est aussi sur les pollens de chêne qui vont arriver, et puis on voit vraiment qu'à partir de mai, ça va être tout ce qui est graminées. Voilà, donc après d'une année à l'autre, ça peut varier en fonction des conditions météo, en fonction de si on a un temps chaud et doux qui arrive. Et normalement, on a un petit peu près les mêmes choses d'une année à l'autre. La prolifération du pollen n'est pas sans risque pour les personnes sensibles. 30% de la population française serait concernée par des allergies. Ces personnes-là sont susceptibles d'avoir des problèmes qui touchent différents organes, les voies respiratoires hautes, basses, avec de l'asthme. Il faut avoir le nez qui coule, avec des éternuements sans arrêt dès le matin, associés à des yeux qui pleurent, des conjonctivites, donc les yeux pleurent, ils sont rouges, ils grattent, et ça peut être invalidant, ça peut troubler la vue pour la journée, donc avoir même des conséquences sur le travail. On peut avoir le sommeil perturbé également. Pour se protéger des pollens, les professionnels du secteur conseillent de se laver les cheveux le soir, d'éviter de sortir pendant les pics de pollen et d'aérer son domicile très tôt le matin ou très tard le soir. Aujourd'hui, je suis à Lutzelbourg. C'est un exercice plutôt original qui a été proposé à ces élèves de terminale du lycée Jean-Victor Poncelet de Saint-Avold. Choisir un sujet lié à l'histoire du territoire et le développer dans une vidéo comme s'ils participaient à l'émission Destination Moselle présentée par Tim Girard sur Moselle TV.
Eh bien, avec les collègues, on s'est dit que ça serait plus sympa de proposer aux élèves un exercice sur le terrain, un exercice vivant, de sortir de la salle de cours, des copies, de les faire découvrir le patrimoine local, comme on peut le faire dans les émissions de Team Gérard. Et ils se sont pris au jeu, ils ont aimé ça, et c'est un projet, je pense, qu'on reconduira. Et les élèves se sont prêtés au jeu des recherches, du tournage et du montage vidéo, avec parfois un peu d'appréhension. Au début, j'étais un peu anxieuse parce que c'est nouveau. On ne connaît pas, et faire une vidéo comme ça, avec certaines consignes qu'on doit respecter, c'est contraignant. Mais au final, on se prend au jeu et je trouve que c'est intéressant de faire un travail qui sort de dissertation, d'explication de texte. J'ai cherché, mon papy il avait quand même des livres. Bon, il a perdu un des plus importants qui m'aurait servi à avoir vraiment une documentation plus précise. Mais sinon, je me documente sur YouTube, surtout sur Internet. Des fois, il y a sur les médias, ils partagent des revues historiques. Alors au début, c'était très compliqué puisqu'on ne savait pas comment s'y prendre et tout. Mais au fur et à mesure, en découvrant la chose, en découvrant le monument et en faisant des recherches, c'était beaucoup plus facile de se projeter. Un exercice organisé dans le cadre d'une rencontre organisée autour du patrimoine entre les élèves et 2 intervenants, l'archéologue, historien et directeur du musée de la Cour d'Or, Philippe Brunella, et Tim Girard, le présentateur et co-réalisateur de l'émission Destination Moselle. L'invitation par les professeurs, forcément, ça fait plaisir, et d'autant plus avec une sommité comme Philippe Brunella qui est intervenu aussi tout à l'heure. C'est presque, d'ailleurs c'est intimidant, mais en même temps, c'est quelque chose de très valorisant. Et oui, j'en suis heureux et fier, forcément. Et en plus, les gamins ont fait un super boulot dans leurs vidéos, vraiment. Les meilleures vidéos des élèves ont été récompensées par le présentateur. Qui sait, parmi ces élèves se trouvent peut-être un ou plusieurs futurs présentateurs d'émissions historiques. Et c'est ici qu'effectivement, avant la pose des caméras, on avait systématiquement un amoncellement de tout, de rien. On a surpris des gens à essayer de rentrer des seaux à coups de pied dans ces collecteurs de papier. Donc ça ne pouvait pas continuer. Ça pouvait pas continuer. Et vous voyez, aujourd'hui, on a retrouvé un site qui est propre et j'aspire à ce qu'il le reste. Suite aux incivilités à répétition, ce maire a décidé d'investir dans la vidéosurveillance. Depuis 2020, 3 caméras ont été installées dans des endroits stratégiques du village. Je ne souhaite pas fliquer à outrance, hein, c'est un peu ce qu'on nous reproche, mais il faut savoir que la tranquillité de mes administrés, ça m'accorde aussi et ça me préoccupe. La liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre, et ça, il faut absolument que ça soit respecté. Et pour justement respecter ce proverbe, la commune, comptant pourtant moins de 1000 habitants, va continuer à investir. Néanmoins, il existe bel et bien un bémol, le maire redoute un déplacement du problème dans les villages voisins. C'est pour cette raison qu'ici, à Voipy, une police intercommunale a été créée en 2006, car la ville est suréquipée. À l'heure actuelle, elle compte 148 caméras, soit une pour environ 70 habitants, un ratio plus élevé qu'à Nice, la référence française en termes de vidéoprotection. Mais je présume que si elles ont été posées au coût que ça doit coûter, c'est qu'il y avait une raison valable au départ. Je pense que ça a été pensé et que ça n'a pas été fait n'importe comment. C'est beaucoup plus sécurisant. Surtout pour les enfants, quand ils rentrent à l'école, qui rentrent à pied, ce genre de choses-là, en fait, c'est plus sécurisant de savoir que si jamais ils rencontrent un problème quelconque, en fait, ils soient surveillés, entre guillemets. Je pense pas que ça serve à quelque chose sur le plan sécurité. Par contre, sur le plan de liberté individuelle, je trouve que c'est une grosse question. Sur ce sujet justement, la ville est très rigoureuse, seul le domaine public est surveillé. C'est défini dès le départ de l'installation des caméras, les zones qui sont de l'issue du privé et donc forcément ne sont pas, on va dire, ni enregistrées ni vues et on ne peut pas retirer ces filtres. Donc ils sont automatiquement grisés. Et si infraction il y a, elle doit être constatée en flagrant délit par l'opérateur, sinon il faut demander une réquisition aux forces de l'ordre. On voit qu'en l'espace à peu près de 10 ans, nous avons divisé par 11 le nombre de délinquants sur la commune. Et les caméras, et bien sûr l'ensemble des équipes qui font partie de la police municipale, ont permis, on va dire, de pouvoir diminuer et diviser ces chiffres. Récemment, le conseil municipal de Voipy a voté son budget. D'ici fin 2022, la ville comptera près de 200 caméras. Des dispositifs qui seront d'ailleurs encore plus sophistiqués, avec par exemple des alertes automatiques lors d'infractions au code de la route.